Allez, salut à toutes et tous sur YouTube. On joue au quiz astrospatial numéro 2. Et oui, à chaque session live, on fait un quiz astrospatial, une actu astro. Et ensuite, la soirée continue avec une soirée spéciale, soit avec des jeux, soit avec du Lego, soit avec des collabs, soit avec des choses que je n'ai pas encore inventées, qui ne me sont pas encore venues à l'esprit, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Quand ça dérape, c'est que c'est gelé, Terranien. Oui, c'est vrai. Cette blague est glaçante d'ailleurs. JDMI bien sûr, jeu de mots indépendant. JDMI, voilà. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Twitter. Vous tapez hashtag jeu de mots indé comme ceci. Voilà. Et jeu de mots indé, donc écoute, vous verrez peut-être pas très bien vous. JUDE-MOUTS INDE, et vous avez tous mes jeux de mots indés sur Twitter. Voilà. Et d'ailleurs mon compte Twitter c'est celui-là si vous voulez venir voir ce que je raconte. Voilà, la chaîne Twitch, parce que vous êtes actuellement sur YouTube, j'imagine. Ben voilà, voilà, la chaîne Twitch c'est ça. Les Utip pour m'aider à financer la chaîne, bah c'est ça. En plus, je rappelle, il y a des abonnements Twitch qui peuvent m'aider, sachant que si vous vous abonnez à la chaîne Twitch, vous avez accès aux émoticônes Milky, petite mascotte de la chaîne, la petite minette Milky qui est ici, voilà. Je le dis à chaque fois, mais voilà. Et si vous vous abonnez, en plus, vous augmentez potentiellement le nombre d'émoticônes pour tout le monde, et ça, c'est vachement bien. Voilà, Terranien montre l'exemple, c'est parfait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Une dernière chose, ah oui, il y a un Discord bien sûr qui s'appelle la Fédération Galactique, où nous parlons de jeux d'astronomie, de spatial et d'humour indépendant. Voilà. Et donc il faut aller sur le Discord. Voilà. C'est parfait. Bon, je rappelle les règles du quiz astrospatial, qui sont en fait les règles de QuizKit, hein, tout simplement. QuizKit, ça fait un petit peu nourriture pour chat. QuizCat. Ah, peut-être pour ça, QuizCat. QuizCat, vous savez, c'est une gamelle anti-glouton. Gamelle anti-glouton, il y a un jeu à faire avant d'accéder aux croquettes pour pas que le chat devienne obèse. Et du coup, QuizKit, ce serait... QuizCat, ce serait... la machine pose une question au chat et si le chat répond juste, il peut manger la croquette. S'il y a des gens qui veulent faire une start-up, s'il y a des start-upers dans le chat, pensez-y. Il y a bien quelqu'un qui a fait des petits buzzers pour ses chats, et chaque buzzer voulait dire j'ai faim, j'ai soif, je veux un câlin, je veux sortir. Et les chats sont pas cons parce que du coup ils arrêtaient pas d'appuyer sur j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Faut avoir des croquettes. Et il a dû leur enlever parce qu'il faisait plus que ça. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Bref, donc la règle du jeu est très simple. Vous avez 30 secondes par question, 10 questions. À chaque fois, il y a un temps de latence pour que toutes les réponses arrivent en même temps chez moi, sachant que selon les connexions des uns et des autres, ça peut être un petit peu décalé. Une fois que votre réponse est arrivée, l'algorithme du jeu calcule votre nombre de points, et c'est simple. Si vous répondez juste, vous avez les points, vous avez du positif. Si vous répondez plus rapidement que les autres, vous avez plus de points que les autres. Si vous avez faux, vous avez du négatif, et si vous répondez vite alors que c'est faux, vous avez plus de négatif encore. Voilà. C'est Iliox qui a fait ça. Non, mais il y en a plusieurs qui ont fait ça. Il y a plusieurs qui ont fait ça. D'ailleurs, si vous aimez bien les vidéos de propriétaires de chats qui font, enfin d'amis de chats plutôt, qui font des trucs rigolos avec leurs chats, il y a aussi Half Asleep Chris qui est très rigolo. Je vous le mets là. Half Asleep Chris. Voilà, je vous le mets, c'est très rigolo. Voilà. Ah, John's Kitchen. Ouais. Qui cuisine pour ses chats ou en présence de ses chats. Voilà. Nous allons benchmarker le market pour faire une description 2.0 du challenge des jouets pour chats. Des jouets anti-gloutons pour chats. C'est encore plus spécifique. Bon, du coup, la VOD est lancée. Je vais boire un petit coup parce que pour les quiz, il faut beaucoup parler. Voilà, j'ai bu. Il est possible que vous voyez passer des petits chats dans le décor, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est marrant, on dirait que j'ai une lampe en hexagone alvéolé là-bas, hein. Mais non, en fait, c'est juste une couette Ikea derrière une lampe Ikea. Salut Alexa Gossa. Allez, c'est parti. Le thème cette fois-ci, ce sont les étoiles. Clin d'œil à Étoile, si tu le regardes, qui fait les nuits de la culture. Je compte bien qu'un jour, ce live, ces quiz astro arriveront à sa connaissance. Si vous avez accès à Étoile, dites-lui que moi aussi je fais des quiz, mais spécialement sur un domaine, comme ça je ne lui vole rien.
Et que si ça lui dit de venir participer, bah qu'il vienne. Voilà. Et sinon, allez voir ce live, ça s'appelle La Nuit de la Culture, c'est très cool. Allez, c'est parti. Start game. Quelle est l'étoile la plus brillante du ciel? Oh, attendez, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai oublié de vous dire, très important, les personnes qui sont en live actuellement, il faut que vous cliquiez sur le petit onglet Quiz Kit qui est à droite de la vidéo. Voilà. Cliquez sur la petite et dites-moi, faites juste un petit plop dans le chat quand vous avez cliqué et que vous êtes prêt ou prête à jouer, parce que sinon je peux pas lancer le jeu en fait. Donc faites-moi un petit plop dans le chat quand vous êtes prêt à jouer, s'il vous plaît. Que je sache. Plop. Plop pour le bruit aux oreilles. Alors normalement si vous l'avez déjà activé c'est bon, mais radis. J'attends que vous mettiez vos petits plops. C'est important. Il faut rendre visible le jeu et il faut cliquer sur la petite icône qui apparaît sur la droite de la vidéo et cliquer sur visible, sinon vous ne pouvez pas jouer. Astroplop. Est-ce que le plop c'est un caca de blob? Je pense à ça parce qu'il y en a dans les ISS en ce moment. Plop salon. Quoi? Plopsicle, c'est les... C'est pas des sauces des sucettes? Plopsicle? Non, lollipop. C'est pas pareil, c'est autre chose. Ah, je sais plus. Attendez, ça existe pas? Popsicle? Popsicle? C'est quoi ça? Popsicle. C'est pas des sucettes ça? Non, c'est une dépanneuse. Merde alors. Attendez, j'ai un problème sémantique dans la tête, il faut que je vérifie. C'est très important. Popsicle. Est-ce que ça existe ce mot ou est-ce que j'ai totalement inventé? J'ai totalement inventé ce mot. C'est fou ça. Y a pas un truc qui s'appelle comme ça, sérieusement? Bon, lollipop. Ça c'est une sucette, on est d'accord? Ah merde alors. Popsaland, c'est un parc d'attraction en Belgique, d'accord? De la glace. Popsicle. Ah, Popsicle, attendez. Popsicle. Ah voilà, je savais bien que ça existait. C'est une glace à l'eau, d'accord. Donc ça se suce aussi, mais c'est pas une sucette, c'est une glace à l'eau. Voilà, bah vous avez appris quelque chose ce soir. Donc lollipop c'est une sucette et popsicle c'est une glace à l'eau. Voilà. C'est ça. Et ce n'est pas une insulte. Glace à l'eau n'est pas une insulte. D'accord? Glace à l'eau, ce n'est pas pareil que glace à l'eau. Ça n'a rien à voir. D'accord? Allez, c'est parti. Attendez, je remarque qu'il n'y a pas les streams avatars. Mais voilà, mais c'est ça qui manquait. Les streams avatars. Attendez, je vais les mettre du coup par-dessus le... Je vais les mettre par-dessus le quiz kit. Afin que vous ayez vos petits chats par-dessus. Voilà. C'est magnifique. Si un chat cache une réponse, ce n'est pas de ma faute. Et si en plus une étoile passe devant et que vous sautez avec le chat, vous cacherez toutes les réponses, vous pouvez comme ça cheater, c'est très bien. Allez, start game. Quelle est l'étoile la plus brillante? Ah mais décidément, mais ça va pas du tout. Si c'est bon, ça s'affiche. Quelle est l'étoile la plus brillante du ciel? Est-ce que c'est le Soleil? Est-ce que c'est Alpha Centauri? Est-ce que c'est Vénus? Ou est-ce que c'est Sirius? Il faut cliquer sur l'écran directement pour répondre à la question. Voilà. Allez-y, je vous écoute très attentivement en vous regardant droit dans les yeux, ce que je ne fais jamais dans la vraie vie parce que je suis autiste, mais du coup là je peux le faire parce que c'est une caméra et pour mon cerveau vous n'êtes pas vraiment là, vous êtes là mais pas vrai, enfin il n'y a pas le langage non verbal quoi, du coup c'est plus facile, je trouve, beaucoup plus. Chat alors. Ah mais ça y est, vous avez répondu. Waiting for players. Attendez, je vais mettre un petit peu de Zikmu aussi, mais je fais pas les choses bien ce soir, je fais les choses trop rapidement et mal. Il y a un piège avec cette question, bien sûr qu'il y a un piège avec cette question, sinon je la poserai pas. Pardon, excusez-moi, j'ai des petits rototos qui viennent. C'est la nature, c'est comme ça, écoutez, hein. Voilà. Attendez, je vérifie juste que ça passe bien la première chanson. Puisque rappelez-vous, la première chanson de la BO que je mets d'habitude, eh bien, ça chante. Et je n'ai pas le droit de le mettre du coup.
Voilà. C'est parfait. Non, toujours pas. Elle a pas fini de chanter, la madame. C'est bon? Voilà, c'est parfait. Eh mais c'était pas assez fort ce que je racontais depuis tout à l'heure. Bon. Tu vois plus la donne. Bon, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut recliquer dessus. Avec un doigt, comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'était une pub pour je sais plus quoi, le loto, je crois. Petite Émilie, bonsoir à toi. Eh ben, c'est pas Pluton. Mais non, c'est bien que Pluton a disparu du système solaire, enfin. En 2006, quand les astronomes ont décidé comme on a décidé ainsi. Ah là là. Ça, c'est du second degré que je peux comprendre. Ça va. Bon alors, l'étoile la plus brillante du ciel. J'espère que vous n'êtes pas trompés. La musique est trop forte. Alors, il y a des gens qui se sont trompés, dites-moi. Parce que l'étoile la plus brillante du ciel, ça a toujours été le soleil, hein, messieurs, dames. Le soleil. Le soleil, c'est notre étoile autour de laquelle nous tournons. C'est une étoile assez banale, somme toute, mais c'est bien le soleil la plus brillante du ciel. Sa magnitude apparente est de -27. Plus c'est négatif, plus c'est brillant. Tandis que Sirius, bah, c'est -1 seulement. Voilà. Pluton a été détruite par les Illuminati parce qu'elle en sachait trop. Exactement. Exactement. C'est pas grave, pour le 5 t'as dit, tu pourras te refaire, mais maintenant tu sais. Maintenant tu connais le piège que font tous les médiateurs scientifiques en astronomie, c'est de te montrer le ciel de jour et te dire il y a combien d'étoiles dans le ciel. Et tu sauras qu'il y en a une, le soleil. Voilà. Allez, next question. Next question. Durant la deuxième moitié de l'an 1054, combien pouvait voir-on d'étoiles en plein jour? 2, 0, 3 ou 1? J'aime bien les blagues que je vous fais. Alors en 1054, deuxième moitié de l'année, combien pouvait-on voir d'étoiles en plein jour? 0, 1, 2 ou 3? Alors, est-ce qu'il y a un piège ou pas? Merci d'avoir donné la réponse. Ah, ça c'est pas sûr. Ça c'est pas sûr, tu vois. C'est pas sûr du tout. Je rappelle que dès que vous parlez, vous avez un petit chat qui s'affiche sur l'écran, qui dit ce que vous dites et qui reste là quelques instants. Et de temps en temps, comme ceci. Alors... oui, mais je sais. Techniquement, il y a toutes les étoiles dans le ciel. Mais sauf que là, je demande si on peut les voir. C'est autre chose. De temps en temps, il y a une étoile comme ça qui apparaît. Voilà. Et si vous l'attrapez, bah, vous avez la gloire. Où est-ce qu'il est, mon petit quiz? Il est là. Allez, je révèle la réponse. Et oui, bravo à celles et ceux qui ont trouvé, c'était bien la réponse 2. Il y avait effectivement 2 étoiles à ce moment-là visibles, puisqu'il y avait le soleil. Mais il se trouve qu'en 1054, il y a dans la constellation du Taureau, je crois. Le Taureau. Il faut que je vérifie que c'est bien le Taureau. Attendez, je vérifie si c'est bien le Taureau, parce que ce serait un petit peu bête. Dans la constellation du Taureau. C'est ça, la constellation du Taureau. Il y avait une étoile qui a explosé en supernova en 1054, en juillet 1054, et notamment les Chinois l'ont observé pendant plusieurs semaines, de juillet 54 à avril, même plusieurs mois, à avril 56, 2 ans même, voilà. Et donc elle pouvait être vue en plein jour, voilà. Elle était assez brillante pour être vue en plein jour, et ce sera la même pour Betelgeuse quand ça lui arrivera. J'ai rechargé la page car QuizKiss ne fonctionnait pas. J'aime beaucoup mon score NN. Maintenant, c'est le score rebelle. Je ne suis pas un nombre. Je ne suis pas une ombre non plus. Je vais vous mettre quand même... Attendez. Pouf. Il faut que je vous mette... voilà, très bien. Et voilà, et donc ce qu'il reste, c'est la nébuleuse du crabe dans la constellation du Taureau, résidu de supernova ou rémanent de supernova. La voici. Alors en général, quand on prend des photos comme ça de nébuleuses post-apocalyptiques, ça s'appelle un résidu de supernova, ou des nébuleuses
qui ont un autre nom pour les plus petites étoiles, eh bien, on utilise, enfin même pour quasiment toutes les nébuleuses, en fait, c'est le code couleur Hubble, hein, grosso modo. On utilise un filtre coloré qui ne récupère que l'oxygène, donc que ce qu'émet l'oxygène, c'est-à-dire une raie de couleur très fine et dans le bleu, très étroite. Et donc vous voyez en fait l'oxygène là où il se trouve dans la nébuleuse, donc il occupe surtout le centre. Ensuite vous avez toutes les parties un peu plus denses sur lesquelles on voit de l'hydrogène qui est ici représenté en vert, puisque Hubble utilise, je vais dire un truc absolument pas logique, représenté en vert puisque Hubble utilise du coup un filtre rouge très étroit pour capter l'émission qu'on appelle H-alpha de l'hydrogène, une raie d'émission, voilà. Et pourquoi vert? Eh ben parce qu'en fait c'est mis artificiellement dans le vert pour pouvoir être distingué du soufre qui lui forme vraiment la petite peau autour des parties très denses qui lui est également dans le rouge à 2 nanomètres d'écart. Voilà. Donc pour distinguer le rouge et le rouge, on a artificiellement mis le rouge dans le canal rouge, le bleu dans le canal bleu et le rouge dans le canal vert. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez ces images bleu, vertes, orangées de nébuleuses habituellement. Ce ne sont pas les couleurs que vous verriez à l'œil nu. À l'œil nu, vous verriez probablement un truc, si vous étiez assez près pour voir quelque chose, pour avoir suffisamment de lumière pour que vos cônes dans votre cellule, dans votre rétine, puissent voir des couleurs, vous verriez un truc un peu rougeâtre, quoi. Voilà, parce qu'il y a de l'hydrogène. C'est ça qui a le plus, c'est ça qui rayonne le plus. Mais sinon, à l'œil nu, même à travers un télescope, c'est blanc, quoi. Voilà. Blanc parce que seuls vos bâtonnets sont activés, qui ne voient que du noir et blanc. Voilà. Et en faible luminosité, très sensible, par contre, les cônes voient en couleur à la lumière. C'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile de... Je fais des digressions, mais c'est pour ça que c'est difficile quand on vous flash la gueule avec une maglite blanche, une grosse torche là quand vous faites de l'astronomie. C'est difficile de revenir ensuite à l'astronomie puisqu'il faut un quart d'heure pour que votre rétine se réhabitue à l'obscurité. Vous avez flingué vos bâtonnets, vos cônes se sont hyper activés. Et donc du coup vous voyez plus rien parce que les cônes ils sont pas faits pour voir dans le noir. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à voir les couleurs des étoiles à l'œil nu parce que les cônes il leur faut de la patate pour voir les couleurs. Donc voilà un petit peu, voilà pourquoi on dit que tous les chats sont gris la nuit, etc., etc. Vous savez à peu près tout. Hop. Gression, tout à fait. D'ailleurs les gressions c'est des gâteaux apéritifs assez bons, hein, je trouve. Les gressions, tu sais, ces bâtons italiens avec des petites olives dedans. Imaginez qu'on puisse voir ça de notre vision. Alors c'est possible puisque Betelgeuse peut exploser entre demain, entre maintenant et dans 100 000 ans, un truc comme ça, je crois, 1 million d'années, je sais plus. Donc c'est possible. Allez, c'est parti, on passe à la suite. La la la. Alors, quelle est la particularité de l'étoile Polaris vue depuis la Terre? Elle est alignée avec l'axe de rotation de la Terre. C'est l'étoile la plus proche de nous. C'est l'étoile du Berger. Ou c'est la seule étoile qui se lève à l'ouest. Je vous laisse réfléchir à cette question un peu plus... tout aussi piégeuse que la première, en fait. Et que la deuxième. Mais je pense que vous pourriez répondre. Alors, Alexia Gossa, j'espère que tu as un nombre désormais, que tu n'es pas juste un not a number. Comme dans la série Squid Game qu'il faut que je regarde apparemment. Enfin non, ce sont des nombres justement. Ouais, c'est ça. L'étoile Justin Bridou, pourquoi l'étoile Justin Bridou? Quel est le rapport entre l'étoile polaire et un saucisson? C'est un bon débit, un bon débit. Boisson? Non, un bon débit un bon début de blague. Le bâton de berger. Ah oui, tout à fait, le bâton de berger. De Justin Bridou. Ah, Justin Bridou, et puis après au lit. Hein. J'ai mis. Oui, Rivi Lancer, c'est parti. Bravo, bravo, je suis fier de vous. Je suis fier de vous, vous avez toutes et tous trouvé. Elle est alignée avec l'axe de rotation de la Terre. Et oui, je vois qu'il y a 14 personnes qui regardent et seulement 5 personnes qui le jouent. Comment cela se fait, ça? Ce n'est pas possible, il faut jouer, c'est important. C'est important pour le fun, il faut jouer. Et puis vous avez une chance de gagner, puisque il suffit que... Imaginons vous ne savez répondre à rien. Et vous ne répondez pas. Mais il y a une question, vous êtes sûr d'avoir bon, vous répondez à la microseconde près.
eh ben vous avez un score tellement élevé que vous battez tout le monde. C'est possible, faut croire en votre chance. Donc effectivement, l'étoile polaire est alignée avec l'axe de rotation de la Terre par un hasard tout à fait fortuit puisque ce n'est le cas que depuis quelques milliers d'années tout au plus. Si vous prenez le globe de la Terre, donc j'ai le globe de Mars ici, mais il est un peu loin, désolé. Enfin si, voilà. Le globe de Mars, vous le voyez ici, voilà, hop, voilà, il tourne autour de son axe qui est ici, voilà. Et on imagine que ça c'est le pôle nord de Mars et que cet axe, je le prolonge jusqu'à l'infini dans l'espace. Et donc, je vais tomber comme ça quasiment sur l'étoile polaire. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes en France, eh bien vous êtes à la latitude 45 degrés nord, à mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord. Et comme l'étoile polaire indique le nord, bah normalement vous allez voir l'étoile polaire à 45 degrés de haut au-dessus de l'horizon nord. Si vous êtes à l'équateur, à toute logique, vous allez voir l'étoile polaire du coup à 0 degré de l'horizon nord, donc pas sur l'horizon en fait, sur l'horizon nord. Et si vous êtes au pôle nord, eh bien vous allez voir l'étoile polaire à 90 degrés au-dessus de votre tête, c'est-à-dire au zénith. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, deux choses rigolotes, c'est que du coup, le contraire de zénith, qui est un mot arabe, c'est le nadir, mais il n'y a rien à dire dessus, puisqu'en astronomie, on s'en fiche. Sous les pieds, c'est pas important. Sauf si on fait sauf si on fait un télescope aux neutrinos, ça peut avoir un sens. Et si vous êtes au pôle nord de la Terre, vous ne pouvez aller qu'au sud. Voilà, je vous laisse avec cette information un peu mindfuck. Si vous êtes au pôle nord de la Terre, vous ne pouvez aller qu'au sud. Voilà, si vous voulez aller à l'est ou à l'ouest, il faut d'abord faire un pas de côté pour vous éloigner du pôle nord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? L'étoile polaire n'est pas exactement au pôle nord, ce n'est pas un complot. Et oui, nous ne sachons pas. Elle est en fait un tout petit peu à côté du pôle nord et avec un télescope. Avec une monture de télescope, on peut se rendre compte d'ailleurs qu'on ne peut pas l'aligner correctement dessus. Il faut tricher un peu, la mettre un peu à côté, puisqu'elle fait un tout petit rond autour du pôle nord céleste, donc la perpendiculaire du pôle nord géographique, dans le ciel. Elle fait un petit rond, et comme la Terre est une sorte de toupie, comme dans Inception qui fait du coup un mouvement de précession avec son axe comme ceci, en 25 000 ans, eh bien, il y a 12 500 ans, ça n'était pas l'étoile polaire qui était l'étoile polaire, c'était Vega, dans la constellation de la Lyre, voilà. Et rebelote dans 12 500 ans. Voilà. Donc on n'est pas privilégié, on a juste un peu de bol qu'on ait une étoile au pôle nord, céleste. Par contre, si vous habitez en Australie, bah, pas de bol, il n'y a pas d'étoile au pôle sud céleste, il y a quelques constellations autour, et quand vous mettez un télescope, quand vous le réglez sur l'axe de la Terre, là-bas c'est un peu chiant parce qu'il faut prendre plusieurs étoiles et tout, enfin voilà, c'est un peu galère. Je joue à NN, excellent jeu, mais je suis nul en astrospatial, c'est pas grave, tu apprends des choses. C'est comme le rouge et le noir, c'est un Stendhal. Comment ça? J'ai pas compris. Le rouge et le noir, de quoi tu parles? Ah, oui, d'accord, mais c'était Gressin, l'étoile Justin Bridou, le patron de Berger, j'ai pas compris le coup du rouge et le noir, d'où ça vient, de boucles oreilles. Je connais la référence, mais je... Ah, c'est un scandale. Ah, j'avais pas compris, j'avais lu Stendhal. C'est pour ça. C'est pas une confrérie dans Skyrim? Stendhal? Stendar, c'est ça. La confrérie de Stendar qui chasse les vampires, c'est pas ça? Stendar? Ah, je sais plus. Stendar? Attendez, faut que je sache. C'est Stendar ou... Attendez, Stendar, Skyrim. Ouais, c'est ça, Stendar. C'est ça. Bah, c'est le rouge et le noir, un peu la cendre et le sang. Stendar, les vampires, tout ça. Tu crois du sud? J'avais fait un JDMI rigolo l'autre jour, c'était... une personne qui a pas confiance en elle, qui manque d'énergie, il y a le ténia dans son ventre qui dit t'inquiète, je crois en toi. Voilà. Qui se marre alors qu'elle l'avait déjà lu. Allez, on passe à la suite. Sachant que l'étoile du Berger, ça n'existe pas, c'est Vénus. C'est juste que c'est une planète qui se lève et qui se couche en même temps que le Soleil, ou peu avant ou peu après, ce qui fait que ça montre... c'est une planète qui va montrer soit l'Est, soit l'Ouest, qui, j'imagine, servait au Berger. Aucune étoile ne se lève à l'ouest, puisque la Terre tourne d'ouest en est et le ciel donc d'est en ouest. Si une étoile se mettait à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle se déplacerait effectivement dans l'espace très très vite, suffisamment vite pour qu'on puisse la voir bouger dans le ciel, donc voilà. Et les étoiles les plus proches de nous, c'est Alpha du Centaure, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Proxima Centauri. Et c'est même Proxima Centauri techniquement...
Proxima Centauri, le troisième du trio, parce qu'en fait elle est à 0,1 année-lumière plus proche, à 4,2 années-lumière et pas 4,3 années-lumière pour le reste du trio. Et 4,2 années-lumière, ça fait 42 000 milliards de kilomètres à peu près, puisque une année-lumière, ça fait 9 000 et quelques mille milliards de kilomètres. Voilà, 9 000 milliards de kilomètres et quelques. Voilà la distance parcourue par la lumière en une année. La croix du sud ne marque pas le pôle sud, mais on peut se servir d'un de ses axes pour pointer vers le pôle sud, c'est ça. Je crois qu'il y a d'ailleurs la girafe aussi, ou je sais plus, non, il y a un... Non, c'est pas la girafe, il y a une autre constellation qui peut aider, je sais plus. Pour les navigateurs, c'est le bordel, parce qu'au pôle nord céleste, tu dois ajouter le pôle nord magnétique et ses déclinaisons. Ah bah ça oui, voilà, il y a ce problème-là aussi, c'est qu'il y a le pôle nord magnétique, le pôle nord géographique, et le pôle nord céleste. Heureusement, il y en a deux qui sont alignés, le géographique et le céleste, par contre, avec le magnétique, c'est la merde. Alors le pôle nord banquisal... S'il existait, ce serait galère parce que la banquise, en fait, non seulement elle fond leur réchauffement climatique, mais en plus elle est saisonnière et puis elle est pas constante. Enfin, c'est la merde. Bon, je raconte des conneries, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'une géante rouge? Est-ce que c'est une étoile qui a explosé? Est-ce que c'est une étoile qui vient de se former avec énormément de gaz? Est-ce que c'est une étoile qui s'est dilatée et dont la surface a refroidi? Est-ce que c'est une très large nébuleuse qui émet de la lumière rouge? Une géante rouge. Alors, je vous écoute. Et je vous écoute. Des petits pois rouges sur les géantes rouges. Des petits pois rouges? Non, ça c'est une coccinelle, ça, ma chérie. Tu peux avoir un petit peu d'eau, s'il te plaît. Ma chérie qui travaille à côté et qui écoute tout ce que je raconte. Donc si vous faites des blagues, elle va rire aussi. Mais je l'ai dit toujours. Waiting for players. Waiting for players. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, bien sûr. Si vous voulez m'aider à la financer. Voilà. Alors bah ça va, vous avez répondu juste. C'est une étoile qui s'est dilatée et dont la surface a refroidi. Et oui. Et oui, pourquoi? Eh bien parce qu'au cœur d'une étoile, il y a des réactions de fusion nucléaire. Il fait plusieurs dizaines de millions de degrés à partir de 1, donc entre 10 millions et plusieurs dizaines de millions de degrés. Ce qui fait que l'hydrogène qui avait très très chaud, donc qui gigotait dans tous les sens, hein, c'est ça la chaleur, énergie cinétique, du coup, bah, ils se sont, comment dire, il fait tellement chaud et tellement de pression qu'ils vont se rencontrer et s'attacher ensemble en plusieurs étapes pour fabriquer de l'hélium. L'énergie de toute cette agitation qui disparaît, du coup, ne disparaît pas vraiment puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, ça va devenir des rayons gamma qui vont ensuite s'échapper de l'étoile en quelques centaines à quelques millions d'années, selon la taille de l'étoile, puisque bah, c'est un peu la foule, hein, l'enveloppe de l'étoile, il y a des atomes partout, donc bah, ces particules de lumière, ces photons vont être absorbés, réémis dans toutes les directions, en mode marche aléatoire ou mouvement brownien, voilà, par tous ces atomes, avant de sortir dans l'espace et enfin aller tout droit, voilà. Et bah, à chaque interaction, elle va perdre de l'énergie, c'est pour ça que bah, les étoiles rayonnent, entre autres, en lumière visible, majoritairement en lumière visible, et c'est pour ça qu'on les voit après. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'au bout d'un moment, forcément, dans le cœur de l'étoile, il n'y a plus d'hydrogène, il n'y a plus que de l'hélium, et quand il n'y a plus que de l'hélium, ben, il ne fait pas assez chaud pour que l'hélium fusionne avec l'hélium pour fabriquer du carbone, etc. Et ben, du coup, le cœur de l'étoile va s'effondrer. Pourquoi? Bah, parce qu'une étoile, c'est un équilibre entre la gravité qui veut que l'étoile s'effondre, et sur son cœur, bien sûr, et la pression de radiation, donc les photons qui poussent en sortant, là, qui transmettent leur énergie en sortant et puis qui font chauffer l'enveloppe et tout ça, ça tend à ce que l'étoile s'étende. Et quand il n'y a plus de radiateur au centre de l'étoile, eh ben, c'est pas que ça s'étend plus, c'est que ça contrecarre un peu moins bien la gravité, donc le cœur va s'effondrer sur lui-même. L'enveloppe n'a pas eu le temps de refroidir, donc il se passe pas grand chose. Par contre, le cœur s'effondre sur lui-même jusqu'à ce qu'il fasse encore plus chaud dans le cœur de l'étoile, que l'hélium fusionne avec l'hélium, fabriquer des atomes plus lourds, le carbone, l'oxygène, etc. Et que l'hydrogène, qui s'est rapproché du cœur de l'étoile, se mette à fusionner dans l'enveloppe de l'étoile. Enfin, près du cœur, mais dans l'enveloppe de l'étoile, l'enveloppe interne.
Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait chauffer l'enveloppe pour le coup. Et qu'est-ce qui se passe quand on chauffe l'air à l'intérieur d'un ballon? Et ben, le ballon s'étend puisque de l'air qui est plus chaud, du gaz qui est plus chaud va s'étendre. Il va prendre plus de place tout simplement parce que comme il est plus chaud, il est plus agité. Et donc les atomes partent plus dans tous les sens. Et donc si c'est dans un récipient par exemple, ça va taper plus sur les parois. Donc ça va augmenter la pression. La pression, c'est les trucs qui tapent sur des parois, c'est la force sur une surface. Et donc du coup, si ça augmente la pression, bah, l'étoile va gonfler. Et si l'étoile va gonfler, elle va devenir géante. Ça y est, premier mot. Il m'a fallu tout ça pour expliquer le premier mot déjà, mais c'est normal. Deuxième mot maintenant, elle devient géante et du coup, bah, la surface, elle est beaucoup plus loin du cœur de l'étoile, qui est la source principale de chaleur de l'étoile. Et donc du coup, la surface, petit à petit, va refroidir. Et qu'est-ce que ça fait, une surface d'étoile qui refroidit? Eh ben, ça devient rouge. Ça fait une géante rouge. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Et alors attention, petite chose que vous devez savoir. Une fois que l'hélium il a fini de brûler là, et ben rebelote. Il y a recontraction. Sauf que en fait, à chaque fois, l'enveloppe va quand même se contracter un petit peu, beaucoup. Ça dépend un peu de la masse de l'étoile, mais voilà. Il n'y a pas que le cœur qui va se contracter, un petit peu l'enveloppe, etc. Et du coup, ça veut dire que la surface va se rapprocher du cœur, qui va être lui plus chaud. Et donc, la surface va rebleuir. Oui, comprenez ce que je veux dire? Enfin, quand c'est rouge, c'est pas chaud, et quand c'est bleu, c'est très chaud. Enfin, rouge, c'est 2000, 3000 degrés, et bleu, c'est 20 000, 50 000 degrés, au modo. Voilà, pour faire simple. Et l'étoile va rebleuir. Mais elle va rester géante, parce qu'elle est toujours plus grande que ce qu'elle était au départ. Et figurez-vous que c'est ça, une géante bleue. Oui, parce que, en fait... Je précise parce que très souvent, dans le journalisme scientifique et dans la médiation scientifique, très souvent le terme est mal utilisé puisque une géante bleue, ce n'est pas seulement une étoile grosse et bleue. Il faut, pour être géante, pour qu'une étoile soit géante, il faut qu'elle ait grossi. Si elle n'a pas grossi, si elle a la taille qu'elle avait au départ, elle n'est pas géante, elle est naine. Ce qui fait que vous pouvez avoir des naines bleues qui sont donc nées comme ça, nées très chaudes, mais qui sont 10 fois plus grosses que le Soleil. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez avoir des géantes bleues qui sont aussi 10 fois plus grosses que le Soleil. Vous voyez le problème? Voilà. Parce que quand on dit géant, c'est géant par rapport à quoi? Alors c'est juste par rapport à... Bah c'est grand quoi. Non, ça suffit pas. C'est par rapport à avant. Voilà. Voilà, c'était un peu long, mais je pensais que c'était important de dire tout ça. C'est pour ceux qui font de la navigation aérienne, c'est le bordel quand tu voyages au Canada, car vu qu'on est très proche du pôle magnétique, tu as un écart entre le compass et le directionnel gyroscopique qui peut dépasser les 60 degrés. Allez voir la chaîne de Les Boucles Oreilles, il fait des streams sur des gros avions et des gros camions, et vous verrez pourquoi il parle de tout ça. Merci pour les précisions. Ah non, la pression et la température permettent l'effet tunnel entre les protons H. Et oui, je me souvenais plus de ça, tiens. 60 degrés, la vache, ça doit pas être évident les premières fois. Ah putain, j'avais pas fait gaffe, 60 degrés, oui, 60 degrés d'erreur, c'est chaud. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, du coup, elle a pas encore explosé. Une étoile qui vient de se former, je vous disais, c'est forcément une naine, ça peut pas être une géante, donc non. Et une très large nébuleuse qui met de la lumière rouge, bah, je vous dis, c'est un rémanent de supernova, un résidu de supernova. Et les plus petites, on verra le nom après. C'est parti, question d'après. Comment s'appelle le diagramme de classification des étoiles? La question un peu plus compliquée cette fois-ci. Est-ce que c'est Huygens-Tombaugh? Est-ce que c'est Herschel-Tsiolkovsky? Est-ce que c'est Hertzsprung-Russell? Ou est-ce que c'est Churyumov-Gerasimenko? J'ai du mal. En même temps, je me suis compliqué la tâche avec ce que j'ai écrit. N'hésite pas à mettre ton Twitch à Les Boucles des Oreilles dans le chat là et allez le follow, c'est important. Parce qu'en plus il est rigolo. Ah, pas tout à fait au pif pour le synthé. Je suis sûr que tu peux faire par élimination des trucs. J'adore piloter plein de trucs. Plein de trucks, tu veux dire. Tu adores piloter plein de trucks. Parce que le camion ça fait trop français, il faut piloter des trucks. Des avions, des camions, des bateaux. Tu pilotes la bateau, c'est ça. Je ne me rappelle plus, je réponds au pif. J'ai un même mnémotechnique si vous voulez, vous allez voir. Alors, c'était donc Hertzsprung-Russell. Alors, le moyen mnémotechnique, c'est Hertzsprung. Voilà, voilà, c'est con, c'est très très con, mais Hertzsprung. Voilà, vous êtes sûr de... Puis après, ça ruisselle, vous voyez, la morve. Voilà, c'est bon, vous savez maintenant.
Hatchoum ruisselle, c'est bon, c'est fini. Huygens tombeau, ça n'existe pas, mais Huygens, du coup, c'est la personne qui, je crois, a découvert Titan, c'est d'ailleurs le nom de la sonde qui s'est posée dessus. Satellite de Saturne. Tombeau, bah, c'est celui qui a découvert Pluton. Cratère sur la Lune, la région de Tombeau qui représente le cœur sur Pluton. Herschel, bah, c'est celui qui a découvert Uranus. Et sa sœur qui a fait tout un tas de catalogues de comètes et d'étoiles, etc. Tsiolkovsky, c'est un physicien russe qui a participé notamment à tout ce qui est mécanique céleste, fusée, etc. Churyumov-Gerasimenko, c'est le nom d'une comète sur laquelle la sonde Rosetta a déposé le petit filaire. Voilà, merci Danterence. Et Hertzsprung-Russell, bah, c'est deux astronomes séparément qui ont mis au point deux classifications des étoiles, la température et la luminosité, et quand on met ça ensemble, ça fait Hertzsprung-Russell avec deux axes, température en horizontale et luminosité en verticale, et c'est comme ça qu'on classe les étoiles depuis les années 20, 1920, parce qu'on est dans les années 20 aussi, mais pas le même siècle. Je vais vous en montrer un, et ça va illuminer votre journée. Hop, celui-là il est assez pratique. Voilà. Je veux celui-là, s'il vous plaît. Il est pas très beau en fait, celui-là. Est-ce que je peux en avoir un joli? Ça, c'est pas mal. Afficher l'image, oui. Voilà. Hop là. Alors que je décale ça comme il faut. Voilà. Voilà un diagramme de Hertzsprung-Russell, hein, souvenez-vous. Voilà. Donc nous avons... Pardon. La luminosité dans l'axe vertical et nous avons la température de surface dans l'axe horizontal. Voilà. Hop. C'est un peu bizarre parce qu'on a mis comment dire, les luminosités les plus basses en bas, les plus hautes en haut, mais on a mis les températures les plus hautes à gauche et les plus basses à droite. L'axe des abscisses est inversé. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être pour des raisons pratiques et que je ne... J'ai tellement l'habitude de l'utiliser dans ce sens-là que je sais pas à quel point ce sera emmerdant dans l'autre sens. Mais j'imagine que il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Comme disent Las Palès et Chevalier. Voilà. Je crois que c'est eux. Hein, voilà. Nous avons un grand trait horizontal ici sur le diagramme qui s'appelle la séquence principale. Et ben, en fait, c'est là qu'apparaissent les étoiles qui viennent de naître. Donc les étoiles naines, rappelez-vous. Qui peuvent aller des grosses étoiles chaudes et massives comme par exemple celle qui est là, Beta Centauri, voilà, ou Spica, en passant par le Soleil, à peu près banal, et des petites étoiles naines rouges comme Proxima Centauri qui est peu lumineuse et froide. Grosso modo, une étoile plus grande va émettre plus de lumière et une étoile plus petite va émettre moins de lumière. Grosso modo. Mais également une étoile plus chaude va émettre plus de lumière. C'est-à-dire que plus vous êtes massif, enfin plus vous êtes comment dire, plus l'étoile est chaude et grande, et plus elle va émettre de lumière. Voilà. Vous voulez la version hard? Allez, je vous la fais quand même. Donc ceux qui sont déjà dépassés ici, écoutez pas la suite. Les autres qui veulent savoir plus, écoutez la phrase qui suit, et puis après je reviens à tout le monde. La luminosité dépend de la surface de l'étoile au carré et de la température de l'étoile puissance 4. Ça veut dire que ça, comment dire, la luminosité de l'étoile va plus grandir avec la température qu'avec la taille de l'étoile. Voilà. Enfin, c'est le rayon au carré et la température au carré. Je dis de la surface. Le rayon au carré et la température puissance 4. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc le soleil, il est apparu ici, là, au milieu, là, à peu près au milieu du diagramme, là, voilà. Et puis bah, ensuite il va grossir, il va devenir une géante rouge, puis une super géante rouge, et puis après il va mourir. Et je vous raconte pas la fin tout de suite. Voilà. Voilà. Sinon je vous spoil tout. Boum. Tsiolkovsky a théorisé en parallèle avec Robert Goddard la propulsion spatiale, les moteurs fusées. La loi des corps noirs. Oui, c'est tout à fait. C'est la loi des corps noirs qui va faire que, effectivement, plus une étoile est massive, plus sa couleur va être tirée vers le bleu, en tout cas au début de sa vie, puisque plus elle est massive, plus elle va être chaude. Après, il peut y avoir une étoile massive qui a grandi tellement qu'elle est devenue rouge, souvenez-vous, hein, donc c'est possible aussi.
On part dans des polymères du 4e degré, je suis largué. Mais non, tout va bien. Allez, c'est parti. Donc bravo à celles et ceux qui ont trouvé. Next question. Quel est le type spectral du Soleil? Alors, si vous avez une bonne mémoire visuelle, c'était écrit sur le diagramme d'avant. Est-ce que c'est une B45? Est-ce que c'est une A03? Est-ce que c'est une M92? Ou est-ce que c'est une G25? Je suis d'accord, c'est la question la plus compliquée du quiz. Après, il y a des plus simples qui arrivent. Rassurez-vous, il en faut pour tous les goûts. Alors, est-ce que vous vous souvenez quelle lettre il y avait écrit en bas du diagramme, sous le Soleil? Ah ah. Alors, est-ce que c'est une étoile B? Est-ce que c'est une étoile A? Est-ce que c'est une étoile M? Est-ce que c'est une étoile G? J'avoue, cette question est difficile. Mais quand vous le saurez, vous serez badass du coup après. Pifomètre. Ah, tu n'as pas retenu ce qui était sur l'image. C'est pas grave. Du coup, tu vas bientôt le savoir, attention. Et bravo! Le Soleil est une étoile de type G de 5. 5, ça veut dire que c'est une étoile naine, c'est-à-dire qu'elle est sur la séquence principale, elle est comme ça depuis le départ. Et G, ça veut dire qu'elle a un pic en fait entre le jaune et le vert, quoi. Donc ouais, entre le jaune et le bleu dans le vert en fait, de couleur, voilà. En fait, si on reprend le truc d'avant, regardez. On classe les couleurs des étoiles en 7 lettres, pardon. O c'est bleu voire ultraviolet, B c'est bleu, A c'est blanc-bleu, F c'est blanc, G c'est bon, c'est entre jaune et bleu, quoi, grosso modo plutôt vert. On exagère les couleurs sur le diagramme pour mieux s'y retrouver. K c'est orange et M c'est rouge, voilà. Ensuite, du coup, la lettre qui est après du coup, le G là, 5, enfin le V en fait ça veut dire 5, c'est que c'est une étoile naine. Et ensuite 2, 3 et 1, c'est que c'est des géantes en fait. Et 6, bah, c'est que c'est des naines blanches, voilà, qui sont en bas ici, qui sont à la fois toutes petites mais très chaudes. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, oui, bah, y a un chiffre G2, parce que en fait, dans la catégorie G, il y a 10 sous-catégories de G0 à G9. Donc G0 c'est plus rouge que G9. Non, pardon. G0 c'est moins rouge que G9. Voilà, c'est ça. Et pareil, A0 c'est plus bleu que A9. Voilà. Allez, on passe à la question d'après. C'est parti. T'as eu bon, bravo à toi. Que signifie le nom de l'étoile principale de la constellation du Bouvier? On passe sur de la linguistique. Arcturus, qu'elle s'appelle. Est-ce que c'est l'œil rouge de l'oiseau? Est-ce que c'est le gardien des ours? Est-ce que c'est le roi Arthur de Bretagne? Ou est-ce que c'est l'arc des chasseurs russes? Et je vous laisse réfléchir. C'est un peu une exception parce que la plupart des étoiles, les noms usuels des étoiles dans l'hémisphère nord, la plupart sont arabes. Il y en a quelques-uns qui sont latins et celui-là c'est grec. Celle-là tu vas sûrement te planter, tu hésites entre deux. Waiting for players. Alors, c'est le gardien des ours. Ah oui, effectivement. Arcturus, donc c'est l'étoile principale de la constellation du Bouvier. Voilà. Le Bouvier. Voilà. Donc c'est Alpha du Bouvier, ça c'est la zone du Bouvier que vous voyez là. Les traits, c'est le dessin de la constellation du Bouvier, qui est un oiseau, hein, le Bouvier, je crois. Alpha, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation, et sur la carte du ciel, on la représente avec un rond plus gros, pour dire qu'elle a une magnitude plus faible, c'est-à-dire qu'elle est plus brillante. Oui, plus c'est négatif, plus c'est brillant la magnitude. Voilà. Et donc Arcturus, c'est le gardien des ours, puisque vous voyez au-dessus il y a marqué Ursa. Attendez. Au-dessus il y a marqué Ursa Major ici.
le dragon à gauche, et encore à gauche il y a Ursa Minor, donc Ursa Major la grande ours, Ursa Minor la petite ours, donc Arcturus étant à côté, c'est le gardien des ours, voilà. Et ça vient du grec, Arthos et de Ouros, j'imagine. Gardien des ours, Arthos, Ouros, je parle pas grec mais j'imagine que c'est ça. Gardien des ours, voilà. En raison de sa proximité avec la grande ours et la petite ours. Elle est citée pour la première fois par Hésiode. Son lever héliaque à la mi-septembre sert de point de repère aux Grecs. Son appartenance à la constellation du Bouvier illustre le mélange entre la mythologie grecque, les ours et leurs gardiens, et romaine, où la grande ours représente une charrue tirée par des bœufs, d'où la présence d'un bouvier. Voilà. Et pour les Grecs, hein, c'est pas une charrue tirée par des bœufs, c'est la pauvre Callisto qui a été changée en ours avant d'être lancée dans le ciel en la faisant tourner par la queue. C'est pour ça que la grande ours a une queue alors que les ours n'ont pas de queue. Voilà. Voilà. Et le lever héliaque, hein, c'est le moment où cette étoile devient visible à l'est, au-dessus de l'horizon terrestre, à l'aube, après une période où elle a été cachée sur l'horizon, ou bien était située juste au-dessous de l'horizon, et noyée par la lumière du soleil, grosso modo, quand c'était pas la saison de la voir, quoi. Voilà. Manque Porthos et Aramis. Arctos. Mais non. Voilà, le roi de Bretagne, c'est Arturus, je crois. Pas pareil. L'arc des chasseurs russes n'existe pas. Et le rouge de l'oiseau, ça n'existe pas non plus. Même si, comme c'est un bouvier, l'oiseau, on peut imaginer que c'est son œil rouge. Voilà, mais bon. Next question. Pourquoi vous... Attendez, pourquoi ça? Voilà. Quel mot relie l'étoile Sirius et la météorologie? Est-ce que c'est l'ouragan? Est-ce que c'est la canicule? Est-ce que c'est le blizzard? Ou est-ce que c'est la mousson? Ils sont répartis d'Artagnan. Oui, d'accord. Très bien. Et du coup, t'as eu bon Apollo 5 TDI, même si t'as écrit à la dernière seconde? Alors... Ah, c'était la dernière question en plus. Non, faux. Ah oui, c'est toi qui avais répondu B, je sais pas combien. D'accord. Et bien maintenant, tu le sais. Et du coup, le soleil, quand il va grossir et devenir en géante rouge, il va devenir une étoile M, du coup. Puisque sa surface va refroidir. Son cœur va se réchauffer, mais sa surface va refroidir. Rappelez-vous. Et donc devenir rouge. Allez. Je montre la réponse. Bon, tout le monde a trouvé, apparemment. Ah non, pas tout le monde. Bravo à ceux qui ont trouvé, c'était la canicule. Alors, pourquoi la canicule? C'est un peu tordu. Alors, que je me souvienne, est-ce que c'était, je sais jamais si c'était chez les Égyptiens ou chez les Romains. Attendez, que je vérifie pour que je ne dise pas de bêtises. Que je ne vous dise pas de bêtises. Histoire. Voilà. En Égypte antique. Alors. Rappelez-vous le lever héliaque qu'on a dit juste avant. C'est le moment où l'étoile devient visible, c'est-à-dire que le moment de l'année où l'étoile apparaît pour la première fois sur l'horizon est. Sur l'horizon est en fait. Donc il se trouve qu'il y a une époque de l'année où Sirius se lève juste avant le soleil. Donc on la voit se lever à l'horizon est, puis après le soleil. Et le moment de l'année où Sirius apparaît juste avant le lever du soleil à l'est, et ben c'est la fin de l'hiver, ça va être l'été, puisque Sirius est une étoile qu'on ne peut voir qu'en hiver. Et en été il fait chaud. Et des fois il fait très chaud en été. Et bien en Égypte antique, ce phénomène du coup ça marquait la fin de l'hiver, le début de la crue du Nil et le début des très fortes chaleurs. Et les très fortes chaleurs, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la canicule. Alors pourquoi? Quel est le rapport entre Sirius et la canicule? Alors entre Sirius et la météo on a compris, puisque bah voilà, ça montre l'été qui arrive.
Des fois, pas de bol, il fait très chaud, c'est la canicule. Pourquoi la canicule? Parce qu'en fait, Sirius, c'est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. Et vous me voyez venir, comment on dit chien en latin? J'allais dire en romain. En latin, eh bien, c'est Canis Major, le grand chien Canis Major. Et du coup, bah, c'est canicule. Voilà. Donc, si vous demandiez pourquoi il y avait le mot chien dans les Dog Days, puisqu'en anglais on dit Dog Days, eh bien, c'est parce que c'est l'étoile Sirius, étoile principale, donc alpha de Canis Major. Voilà. Donc, en anglais, on dit les Dog Days et on dit The Dog Star également. Voilà. Et voilà, voilà. Donc Sirius, hein, c'est le plus gros rond de la carte du ciel après le Soleil, puisque c'est l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil, avec une magnitude de -1. Alors si vous... Un petit moyen pour savoir ce que vous voyez qui brille dans le ciel, c'est très simple. Si ça fait du bruit, c'est un avion. Voilà. Ou du moins un appareil aéroporté. Si ça clignote vert et rouge, vous savez que ce n'est pas un avion furtif. Si ça fait soirée disco, c'est que c'est un ovni extraterrestre. Si ça ne fait rien de tout ça, c'est-à-dire si c'est très brillant et que ça se déplace lentement, c'est une station spatiale. Si ça fait un gros flash lumineux pendant pas longtemps, c'est un satellite qui a envoyé le soleil dans votre direction avec ses panneaux solaires. Si ça fait une petite lumière qui dure longtemps comme ça en traversant le ciel, c'est un satellite assez quelconque. Si ça fait une lumière brillante mais qui ne bouge pas, là, il faut vérifier deux choses. Si c'est proche de l'horizon, c'est un peu la merde. Mais si c'est un peu plus haut que l'horizon, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux possibilités. Soit ça scintille, soit ça ne scintille pas. Si ça ne scintille pas, c'est une planète. Si ça scintille, c'est une étoile. Donc probablement Sirius, si elle est si forte que ça. Si ça ne scintille pas, c'est une planète. Si c'est très très brillant, c'est Vénus. Si c'est un peu moins brillant avec une couleur un peu jaune, c'est Jupiter. Et ensuite, si c'est moins brillant que ça, bah, ça peut être Saturne ou Mars. Mars c'est rouge, Saturne plutôt jaune, voilà. Mercure, si vous la voyez, c'est que vous êtes super fort, donc c'est en général pas Mercure. Moi j'ai jamais vu Mercure dans le ciel parce qu'elle est très proche du soleil, donc elle se lève ou se couche juste après ou juste avant le soleil, c'est un peu galère à la trouver, puis elle est pas très brillante. Et si c'est Uranus ou Neptune et que vous la voyez, vous êtes un extraterrestre puisqu'il faut un télescope pour les voir. Et si c'est Pluton, bah, il faut un télescope et encore ça suffit pas. Voilà. Vous savez tout. Et si c'est pénible, c'est Starlink. Oui, mais c'est beau aussi. Ah oui, et si ça fait des flammes, c'est un bolide. Et si ça fait des petits points qui s'éclatent dans tous les sens, c'est une rentrée atmosphérique d'un satellite. Voilà. Et ça, j'ai déjà vu, c'était rigolo à voir. Vous voyez, un point qui passe, un coup, plaf, ça pète en morceaux, ça continue. Principe d'inertie, ça continue dans la même... Il n'y a pas d'accélération supplémentaire, donc ça continue dans la trajectoire que ça avait. C'est très chouette. Jamais vu Mercure. Voilà, on va regarder les résultats, hein, c'est parti. Regardons les résultats. J'ai fait beaucoup de digressions, mais c'était pour votre bien. Alors, non, je veux pas ça. Je veux ça. Ah mais non, il reste 2 questions, excusez-moi. Mais oui, il reste 2 questions. Quelle étoile a été choisie comme référence de la magnitude apparente des étoiles? Magnitude absolue, c'est la luminosité intrinsèque de l'étoile, si on était à côté. Bon, si on était à 10 parsecs de l'étoile, donc 32 années-lumière. Peu importe. Mais la magnitude apparente, c'est moyennant la distance. Alors, est-ce que c'est le Soleil, est-ce que c'est Sirius, est-ce que c'est Rigel, est-ce que c'est Vega qui a été pris comme référence avec la magnitude 0? Qui a la magnitude 0? À votre avis, est-ce que c'est plus pratique de prendre le Soleil qui pète dans le ciel comme référence ou prendre une autre étoile dans le ciel? Alors, sachant que je vous ai déjà donné la magnitude du Soleil et de Sirius, hein. Donc normalement, vous avez déjà des infos. Ah, t'as cliqué trop vite, alors j'espère que c'est bon. Je vois un petit chat gris qui est en train de dire « Au secours !» Pour la peine, je vais mettre des petites étoiles. Voilà. Hop, allez-y. Donc oui, la magnitude apparente dépend donc de la distance. La lumière, en fait, décroît avec le carré de la distance. Ça veut dire que si vous êtes 2 fois plus loin d'une étoile, vous la voyez 4 fois moins lumineuse. 2 au carré. D'accord ? Et donc du coup, la magnitude absolue, qui est prise comme si on mettait toutes les étoiles à 32 années-lumière de nous. Donc en fait, la magnitude de la lumière intrinsèque que produit l'étoile, et ben forcément, elle est comment dire, elle est plus faible, c'est-à-dire qu'elle est plus dans le négatif, c'est plus brillant
que la magnitude apparente qui est décrue avec la distance. Voilà. Et du coup, depuis la Terre, bah, pour mesurer la distance, la lumière des étoiles, il fallait, avant toute chose, une échelle relative entre les étoiles, puisqu'on n'avait pas de point de repère. Et après, une fois qu'on a commencé à mesurer le spectre des étoiles, en décomposant leurs couleurs, on a pu accéder à la lumière intrinsèque, et avec les deux magnitudes, du coup, après, on a pu avoir la distance. Voilà. Et donc, pour ça, il a fallu une référence, et la référence, c'est Vega. Ah, bah zut alors. Sirius, c'est magnitude -1, je vous ai dit, et c'est vrai que quand j'ai lu la question, j'ai dit très rapidement, la référence, c'est 0. Puisque plus c'est négatif, plus c'est brillant, plus c'est positif, moins c'est brillant, c'est-à-dire que c'est 0 qui est la référence. Et c'est Vega qui l'a. Chose rigolote, c'est que si vous cherchez la magnitude apparente de Vega aujourd'hui, vous verrez qu'elle est à 0,03. Ça veut dire qu'on a corrigé l'échelle après coup. Ce qui fait que maintenant, la référence, ça doit être une étoile artificielle. Attendez, je regarde, Vega... Vega, page de l'homonymie. Non, c'est pas ça que je veux. Vega. Allez, donne-moi Vega, quoi. Aéronautisme. Non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux l'étoile Vega. Putain, c'est fou, ça, quand même. Ah, voilà. Magnitude apparente, 0,03, c'est ça, voilà. Voilà. Allez, du coup, Sirius c'est -1, le Soleil c'est -27, et Rigel c'est une étoile très brillante de la constellation d'Orion qu'on voit en hiver, Rigel, qui est l'un des pieds d'Orion, je vous montre, comme ça vous le saurez, pour la prochaine fois. On a Bételgeuse qui est en haut à gauche d'Orion, on a Bellatrix qui est en haut à droite, Saïf qui est en bas à gauche, et Rigel qui est en bas à droite. Voilà. Et entre les deux, on a Alnitak, Alnilam et Mintaka qui font la ceinture d'Orion, et en dessous le fameux baudrier avec la nébuleuse formatrice d'étoiles M42. Voilà, vous savez tout. Et Rigel est une étoile bleue. Et Rigel, je sais pas si elle est, je sais plus si elle est géante. Attends, je vais vous dire si elle est géante ou si elle est naine. Si elle est en train de mourir et qu'elle est en train de faire des allers-retours entre géante bleue et géante rouge, ou si elle est encore naine bleue, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, elle est en mode... Alors c'est rigolo parce que Rigel, en fait, il y a 3 étoiles à cet endroit-là qui se tournent autour. Il y en a une qui va crever et les 2 autres qui sont encore en pleine forme, donc ils vont crever aussi du coup. Donc Rigel, la première, elle est super géante bleue, c'est-à-dire qu'elle est en phase terminale, grosso modo. Elle va bientôt repasser en super géante rouge et exploser, grosso modo, en supernova. Ensuite, il y a 2 B9. 2 B9 naines. Donc 2 étoiles bleues foncées, quoi. Enfin, plutôt bleu qui tire vers le blanc, pardon. Bleu qui tire vers le blanc. Elles tirent toutes les 3 vers le blanc, d'ailleurs. Elles sont pas très très bleues. Et 2 étoiles assez classiques des naines bleues. Voilà. Donc vous voyez que ça peut valoir le coup de faire la différence entre géante et pas géante. Voilà. D'ailleurs, comment c'est dit dans l'article? Ils disent bien super géante bleue pour la première, et pour les 2 autres, est-ce qu'ils disent Rigel B, Rigel C? Ils disent juste de classe spectrale B9. Oui, ils sont emmerdés, hein. C'est comme la plupart des gens font pas la vraie distinction, la bonne distinction entre naine et géante. Et ben quand c'est pas une géante, ils savent pas quoi mettre. Et ben du coup, elle est grosse, elle est bleue, mais c'est pas une géante, alors du coup, je mets quoi? Et ben c'est une naine qu'il faut mettre. Ce n'est pas la seule définition toute pétée des astronomes, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Souvenez-vous, la dernière fois, je disais qu'une planète, ça tourne autour du Soleil, et qu'une exoplanète, ça tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. C'est vachement pratique, hein, voilà. Allez, question suivante. Bellatrix, elle est l'estrange. Mais oui, tout à fait. Que restera-t-il du Soleil après sa mort, entre guillemets? Est-ce qu'il restera une naine blanche dans une nébuleuse planétaire? Est-ce qu'il restera une étoile à neutrons dans une nébuleuse planétaire? Est-ce qu'il restera un trou noir avec un disque d'accrétion? Ou est-ce qu'il ne restera rien que dalle nada le géant, le néant? Pardon. Le géant. Je me suis auto-suggéré le mot géant.
J'ai laissé des indices hein, au cours du quiz pour que vous puissiez trouver la réponse. Il reste not a number, not a star, NAS. Polo 5 TDI. Obi-Wan Kenobi. La réponse D. Tout à fait. Alors. Et JDMI pour Polo 5 TDI quand même, hein. Eh, s'il vous plaît. Voilà. Allez, reveal answer. Bon, bravo. Vous avez trouvé, il restera une naine blanche dans une nébuleuse planétaire. Donc si je reprends le Hertzsprung Russell, je vous montre où ça atterrit. Pouf. Non, ça c'est moche. Celui-là, il était beau. J'en veux un beau. Celui-là, il était beau. Tac. Non, c'est pas ça. Je veux afficher l'image. Ouvrir l'image. Voilà, très bien. Hop. Donc, si je vous remets ça, vous avez le soleil qui va partir du coup de sa position là, étoile G, blanc-jaune, etc. Là, qui va monter dans les géantes, qui va faire quelques allers-retours comme ça entre la gauche et la droite. Pas très bleu non plus parce qu'il n'est pas super massif, mais entre blanc et jaune, grosso modo là. Puis il va finir par faire des allers-retours entre super géante blanche et rouge, et puis après ça va, il va perdre en fait son enveloppe, puisqu'à un moment donné, il ne sera pas assez massif pour qu'il fasse suffisamment chaud pour passer une certaine étape dans la fabrication des éléments chimiques de plus en plus lourds. Et du coup, ben, son cœur va s'effondrer sur lui-même pour de bon. Ça va pas se rallumer en fait. Et son enveloppe, elle continuera à fusionner son hydrogène peinarde tranquillement. Et du coup, l'enveloppe, elle va s'étendre indéfiniment puisqu'il n'y aura plus de gravité pour la retenir. Il n'y a plus rien qui... Enfin, l'étoile va plus se maintenir en fait, il n'y aura plus l'équilibre quoi. Alors les couches internes vont tomber sur le cœur, mais les autres elles vont se barrer quoi. Et du coup ça fera une nébuleuse planétaire avec les couches externes qui se sont barrées, et au cœur il restera du coup un petit cœur d'étoile qui va partir sur la gauche vers le très chaud et très bleu et très lumineux, et qui va décroître progressivement pour tomber dans la barre des naines blanches qu'on voit en bas, depuis en haut à gauche jusqu'à en bas à droite pendant quelques milliards d'années. Et ensuite, pendant 20 milliards d'années, elle va refroidir jusqu'à ne plus être visible du tout et sortir du diagramme pour devenir une naine noire. Voilà. La deuxième réponse, c'était une étoile à neutrons, donc c'est un cœur encore plus dense. Une naine blanche, c'est 10 000 km, la taille de la Terre à peu près. Donc vous imaginez à peu près 90% de la masse du Soleil dans 10 000 km de diamètre, grosso modo. Une étoile à neutrons, c'est 10 km de diamètre. La taille de Paris ou de Lyon, quoi. C'est chaud. Très très chaud. Et tellement chaud, donc tellement brillant, tellement chaud et tellement brillant qu'en fait ce serait tout en haut à gauche du diagramme et même en dehors du diagramme. C'est pour ça que ça n'apparaît pas sur le diagramme. Quand l'étoile est encore plus massive, c'est carrément toute l'étoile qui va s'effondrer sur son cœur. Et ça va être tellement massif, tellement dense, que ça fera un trou noir en fait. La matière résistera pas à l'effondrement. Ça deviendra quelque chose qu'on ne sait pas très bien décrire en physique actuellement. Et du coup, ce sera extrêmement massif, extrêmement noir du coup, parce que la lumière ne pourra pas s'en sortir. Et ce sera pas non plus dans le diagramme. Voilà. Voilà, donc ce diagramme a ses limites, bien sûr. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les étoiles aujourd'hui. Ça reviendra sûrement à la thématique des étoiles avec d'autres questions. Vous aurez eu la première salle. Voilà. Je vous montre du coup les résultats. Les boucles oreilles a encore gagné. Donc le jeu maintenant, ça va être de battre les boucles oreilles. Hein. Attention, il va falloir le battre. 181 points, bravo à toi. Adam, 75 points. Contestante numéro 9, alors qui n'a pas mis son pseudo, je ne sais pas. 45 points. Polo 5, t'as dit 42 points. Bah tu vois, c'est pas si mal finalement. Contestante 5, 40 000 points. Fedeya, 3 000 points. Enfin, 3 points du coup. Bravo, tu es passé au-dessus du 0. Et Contestante 6, moins 46. Bravo à toi, puisque tu as quand même trouvé des questions justes, sinon tu aurais beaucoup moins que ça. Encore au pied du podium. La médaille en chocolat. Et là, donc, question score, c'est les personnes qui ont eu la réponse la plus rapide et la plus juste. Donc c'est Contestant 9 qui a eu la réponse la plus rapide et la plus juste à une question. Alors je ne sais pas à quelle question. Mais bravo à toi.
En deuxième, c'est Adam. Ensuite, c'est Eboule les oreilles. Ensuite, c'est Polo 5 TDI. Ensuite, c'est Fedaya. Bravo à vous. Voilà. Je vais du coup passer à la suite de la soirée. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Et à tout de suite dans le live pour voir l'actu astro. Et puis le jeu de la soirée. Si sur YouTube vous voulez voir ça, bah venez sur la chaîne Twitch qui est en description de la vidéo. A bientôt sur YouTube.